La nuit tombe sur Marseille comme une lame froide. Dans les ruelles du Panier, l'obscurité avale les secrets et les silences. Vincent Moreau observe la ville depuis les fenêtres blindées de sa villa perchée sur les hauteurs. 42 ans. Des mains qui n'ont jamais tremblé. Un regard qui a cessé de chercher la lumière il y a 28 ans. Le jour où ils ont tué son père. Le téléphone vibre. Vincent ne répond pas. Il sait déjà ce qu'on va lui dire. Les comptes de la semaine. Les territoires conquis. Les dettes payées. Tout ce qui compose son empire construit sur la peur et le respect. Mais ce soir, quelque chose d'autre l'occupe. Une sensation qu'il ne sait pas nommer. Un vide qui grandit malgré le pouvoir absolu qu'il exerce sur cette ville. Vincent Moreau n'est pas né pour être un homme seul. À 14 ans, quand les Corses ont abattu son père devant l'école, il a compris que la solitude était le prix de la survie. Sa mère, brisée par la perte, s'est éteinte 3 ans plus tard dans un lit d'hôpital, les veines pleines de morphine et le cœur vide d'espoir. Vincent s'est retrouvé seul avec un nom à venger et un territoire à reprendre. Il a appris vite, trop vite. À 18 ans, il dirigeait déjà un réseau de prostitution dans les quartiers nord. À 25, il contrôlait les docks. À 30, il était devenu l'homme que même les flics saluaient avec respect et terreur. Mais chaque victoire avait un goût amer. Chaque ennemi éliminé le rapprochait un peu plus du vide. La villa est immense, froide, silencieuse. 12 chambres pour un homme seul. Une cuisine industrielle où personne ne cuisine jamais. Un salon de 60 mètres carrés où résonnent seulement ses pas et les tic-tac de l'horloge ancienne, hérité de son grand-père. Vincent vit entouré de fantômes et de souvenirs qu'il refuse d'enterrer. Le costume de son père pend encore dans la penderie. Les bijoux de sa mère dorment dans un coffre qu'il n'ouvre jamais. Ses hommes le craignent. Ses ennemis le haïssent. Les femmes l'approchent par intérêt ou par fascination pour le danger qu'il représente. Mais personne ne le connaît vraiment. Vincent a appris à porter des masques si parfaits qu'il a fini par oublier son vrai visage. Le masque du chef impitoyable. Le masque du négociateur intelligent. Le masque de l'homme qui n'a besoin de personne. Chaque matin, Vincent se réveille dans des draps de soie qui sentent le vide. Il enfile des costumes sur mesure qui coûtent plus cher qu'un salaire annuel. Il boit un café préparé par Maria, sa gouvernante de 60 ans, la seule personne qui l'autorise à franchir le seuil de son intimité. Puis il descend dans sa Mercedes blindée et traverse Marseille, comme un roi traverse son royaume. Les réunions se succèdent dans des restaurants fermés au public, des entrepôts silencieux, des bureaux sans fenêtres. Vincent écoute les rapports, prend des décisions qui changent des vies, déplace des sommes qui font trembler les banques. Il parle peu. Quand il parle, tout le monde se tait. Quand il se tait, l'angoisse grandit. Son pouvoir repose sur cette économie du geste et de la parole. Le soir, il rentre chez lui et s'assoit sur la terrasse face à la mer. Il regarde les lumières de la ville qu'il contrôle et se demande parfois ce que serait sa vie s'il avait choisi différemment. S'il était devenu médecin comme le voulait sa mère. S'il avait fui Marseille après la mort de son père. S'il avait aimé une femme assez pour tout quitter. Mais ses pensées ne durent jamais longtemps. Vincent a appris à les étouffer comme on éteint une cigarette. L'empire qu'il a construit ne tolère pas la faiblesse. Et l'amour, il le sait, est la plus grande des faiblesses. C'est l'amour qui a tué son père. L'amour pour une femme qui appartenait déjà à un autre clan. L'amour qui rend aveugle et vulnérable. Ce soir-là, Vincent ferme les yeux et écoute le bruit des vagues. Dans quelques heures, il va découvrir que certaines rencontres peuvent faire s'effondrer les murailles les plus solides. Il va comprendre que la solitude, qu'il croyait être sa force, n'était peut-être qu'une prison qu'il s'était construite, et qu'il existe des regards capables de réveiller ce qu'on croyait mort à jamais. Le vent se lève sur Marseille. Vincent Moreau ne sait pas encore que sa vie va basculer dans une ruelle sombre, devant une image qui va briser 28 ans de blindage émotionnel. Il ne sait pas qu'il va rencontrer quelqu'un qui va lui rappeler ce que signifie être humain, quelqu'un qui va le forcer à choisir entre l'homme qu'il est devenu et l'homme qu'il aurait pu être. La pluie frappe les vitres de la Mercedes comme des balles perdues. Vincent roule dans les rues étroites du centre-ville, loin de ses quartiers habituels. Il revient d'une réunion qui a mal tourné. Les Albanais refusent de payer leur tribut. Demain, il faudra leur rappeler les règles. Ce soir, il a juste envie de rouler sans destination, de sentir la ville défiler derrière les vitres teintées. Il s'arrête au feu rouge près du vieux port. C'est là qu'il la voit pour la première fois. Une silhouette recroquevillée près des poubelles d'un restaurant fermé. Elle fouille dans les détritus avec des gestes précis,
calculé, pas comme une droguée en manque, comme quelqu'un qui a faim, vraiment faim. Vincent observe. Il a l'habitude d'observer. C'est ce qui l'a maintenu en vie pendant toutes ces années. Mais cette fois, quelque chose l'intrigue. La fille a peut-être 23 ans, 24 tout au plus. Ses vêtements sont sales mais pas déchirés. Ses cheveux bruns tombent en mèche devant son visage, mais on devine des traits fins, délicats. Elle ne ressemble pas aux habitués de la rue. Le feu passe au vert. Vincent ne bouge pas. Derrière lui, une voiture klaxonne. Il l'ignore. La fille sort un morceau de pain rassis d'un sac plastique et le mange avec une lenteur qui trahit l'épuisement. Chaque bouchée semble lui coûter un effort immense. Vincent sent quelque chose se serrer dans sa poitrine. Une sensation qu'il n'a pas ressentie depuis longtemps. Il gare la Mercedes le long du trottoir et sort. La pluie s'intensifie. Ses chaussures italiennes glissent sur l'asphalte mouillé. Il s'approche lentement, sans bruit. La fille ne l'a pas vu. Elle continue de manger son pain en regardant fixement le sol, comme si elle avait honte d'être là. « Mademoiselle ». Sa voix la fait sursauter. Elle lève la tête et Vincent découvre ses yeux. Verts comme la mer en hiver. Immense. Effrayé mais pas soumis. Il y a quelque chose dans ce regard qui le déstabilise. Une fierté blessée qui lui rappelle la sienne à 14 ans. Elle recule instinctivement, serrant le morceau de pain contre sa poitrine. Vincent lève les mains pour montrer qu'il n'est pas une menace. Geste ironique, venant d'un homme qui a tué de ses propres mains plus de personnes qu'il ne peut en compter. « Je ne vais pas vous faire de mal. » Il retire sa veste et la lui tend. Elle hésite. « Prenez-la. Vous allez attraper la mort. » Elle secoue la tête. « Je n'ai pas besoin de votre pitié. » Sa voix est claire, bien articulée, pas l'accent traînant des rues. Vincent fronce les sourcils. Cette fille a reçu une éducation. Que fait-elle ici, dans cette ruelle, à manger les restes d'un restaurant? Ce n'est pas de la pitié. Il pose la veste sur ses épaules malgré sa résistance. C'est du pragmatisme. Une pneumonie ne vous aidera pas à survivre. Elle le regarde avec méfiance. Vincent comprend. Dans son monde, rien n'est gratuit. Chaque geste cache un piège. Chaque générosité a un prix. Il connaît ses règles mieux que personne. Il y a un café ouvert là-bas. Il désigne du menton un établissement de l'autre côté de la rue. Venez, je vous offre quelque chose de chaud. Pourquoi? La question claque comme un fouet. Direct. Sans détour. Vincent s'arrête. Pourquoi, effectivement? Il ne sait pas. Ou plutôt, il refuse de chercher la réponse. Parce que j'en ai envie. Il traverse la rue en silence. Vincent marche légèrement en retrait, laissant de l'espace à la fille. Il sent les regards des rares passants. Un homme en costume 3 pièces accompagné d'une SDF. L'image est incongrue. Dangereuse aussi. Dans son milieu, ce genre de faiblesse peut coûter cher. Le café est presque vide. Quelques ouvriers finissent leur service de nuit. Vincent choisit une table au fond, dos au mur. Réflexe professionnel. La serveuse les regarde avec curiosité mais n'ose rien dire. Elle reconnaît Vincent. Tout le monde le reconnaît dans ce quartier. Commandez ce que vous voulez. Vincent pousse le menu vers la fille. Elle l'ouvre avec des gestes précautionneux, comme si les pages allaient se désintégrer entre ses doigts. Un café? Sa voix est à peine audible. Et à manger? Je n'ai pas faim. Mensonge. Vincent entend son estomac gargouiller depuis qu'ils sont assis. 2 croque-monsieur, dit-il à la serveuse. Et 2 cafés. La fille veut protester mais Vincent la coupe d'un regard. Pas menaçant, juste ferme. Elle baisse les yeux et se tait. Vincent l'observe à la dérobée. Maintenant qu'elle est sous la lumière, il peut mieux voir son visage. Elle est belle. Pas de cette beauté artificielle qu'il côtoie habituellement. Une beauté naturelle, fatiguée, abîmée par la vie mais pas détruite. Comment vous appelez-vous? Il boit son café lentement sans la quitter des yeux. Camille. Elle hésite avant d'ajouter. Et vous? Vincent. Elle hoche la tête comme si ce prénom confirmait quelque chose qu'elle savait déjà. Peut-être a-t-elle entendu parler de lui? Peut-être reconnaît-elle le danger qu'il représente. Pourtant, elle reste. Pourquoi? Les croque-monsieur arrivent. Camille les regarde avec une faim qu'elle ne peut plus cacher. Vincent pousse l'assiette vers elle. Mangez. Elle prend une première bouchée, ferme les yeux. Une larme coule sur sa joue. Vincent détourne le regard. Cette vulnérabilité le met mal à l'aise. Il n'a pas l'habitude de voir pleurer. Dans son monde, montrer ses émotions équivaut à signer son arrêt de mort. Depuis combien de temps? Il pose la question sans la regarder. 4 jours. 4 jours sans manger? Elle acquiesce en continuant de dévorer son croque-monsieur. Vincent calcule. 4 jours sans nourriture, sous la pluie, dans le froid.
Comment est-elle encore debout? Qu'est-ce qui vous a mené ici? Camille s'arrête de manger. Son visage se ferme. C'est compliqué. J'ai du temps. Vous ne comprendriez pas. Essayez-moi. Le silence s'étire entre eux. Vincent attend. Il sait être patient quand il le faut. C'est une autre leçon apprise dans la rue. Parfois, le silence en dit plus que tous les mots. Mon oncle. Les mots sortent, dans un souffle. Il voulait que je fasse des choses. Des choses que je ne pouvais pas faire. Vincent sent la colère monter en lui. Lente, froide, mortelle. Quel genre de choses? Camille le regarde dans les yeux pour la première fois depuis qu'ils sont assis. Vous savez très bien de quoi je parle. Vincent serre les poings sous la table. Il connaît effectivement. Il a croisé trop d'hommes comme cet oncle. Des prédateurs qui profitent de la faiblesse des autres. Des ordures qu'il a parfois été payé pour faire disparaître. Et votre famille? Vos parents? Morts. Accident de voiture quand j'avais 15 ans. Mon oncle était mon seul tuteur légal. Vincent comprend maintenant. Camille a fui. Elle a préféré la rue à l'humiliation. Il respecte ce choix. Il y a du courage dans cette décision. Du courage et de la dignité. La serveuse revient remplir leur tasse. Vincent sort un billet de 50 € et le pose sur la table. Pourboire généreux qui achètera le silence de la femme. Où dormez-vous? La question est pratique, dénuée d'arrière-pensée. Ça dépend. Parfois sous les ponts, parfois dans les halls d'immeubles. Vincent réfléchit. Il pourrait la laisser là, retourner à sa vie, à ses affaires, à sa solitude organisée. Ce serait plus simple, plus sûr. Mais quelque chose l'en empêche. Peut-être cette fierté qu'il lit dans ses yeux. Peut-être cette façon qu'elle a de ne pas se plaindre malgré l'évidence de sa détresse. J'ai une proposition à vous faire. Camille se raidit. Vincent lit la méfiance qui revient dans son regard. Elle connaît la musique. Les hommes qui aident les femmes en détresse attendent toujours quelque chose en retour. Pas ce que vous croyez. Il pose ses mains à plat sur la table. J'ai besoin de quelqu'un pour s'occuper de ma maison. Ménage, cuisine, ce genre de choses. En échange, un toit, de la nourriture, un salaire. Pourquoi moi? Bonne question. Vincent ne sait pas comment y répondre sans mentir. Parce que vous me rappelez quelqu'un que j'ai connu autrefois. Qui? Moi. La villa de Vincent Moreau s'élève sur les hauteurs de Marseille, comme une forteresse moderne. Béton blanc, lignes épurées, fenêtres immenses qui donnent sur la Méditerranée. Camille suit Vincent à travers les grilles électrifiées, les caméras de surveillance, les détecteurs de mouvement. Chaque pas résonne sur le marbre italien du hall d'entrée. Elle n'ose pas toucher les murs, comme si ses doigts sales allaient souiller cette perfection glacée. Maria vous montrera votre chambre. Vincent retire sa veste trempée et la tend à une femme d'une 60aine d'années qui apparaît silencieusement. Maria, voici Camille. Elle va nous aider à la maison. Maria observe Camille avec des yeux noirs perçants. Pas de jugement dans son regard. Juste une évaluation professionnelle. Elle hoche la tête et fait signe à Camille de la suivre. Vincent disparaît dans son bureau sans un mot de plus. La porte se ferme avec un claquement sec qui résonne dans tout l'étage. La chambre que Maria lui montre est plus grande que l'appartement entier où Camille vivait avec son oncle. Un lit double au drap blanc immaculé. Une salle de bain avec une baignoire creusée dans le marbre. Une penderie vide qui attend d'être remplie. Par la fenêtre, on voit la piscine à débordement et, au-delà, la mer qui s'étend jusqu'à l'horizon. Monsieur Vincent m'a dit de vous donner ça. Maria tend une enveloppe Kraft à Camille. À l'intérieur, 500 € en billets neufs et une carte de crédit. Pour vos affaires. Demain, nous irons faire les courses. Camille fixe l'argent sans oser le toucher. Je ne peux pas accepter. Si vous pouvez. Maria referme l'enveloppe et la pose sur la commode. Monsieur Vincent n'aime pas qu'on refuse ses cadeaux. Et il déteste encore plus qu'on lui désobéisse. Le ton est neutre mais le message est clair. Camille acquiesce et glisse l'enveloppe dans sa poche. Maria lui explique les règles de la maison. Les horaires, les zones interdites, le bureau de Vincent, sa chambre, le sous-sol, les habitudes du maître des lieux. Il se lève à 6 heures, prend son petit déjeuner à 6h30 précise, part à 8 heures, rentre rarement avant minuit. Il n'aime pas le bruit, il n'aime pas les questions, il n'aime pas qu'on le dérange quand il travaille. Maria marque une pause, et il n'aime pas qu'on fouille dans ses affaires. Cette nuit-là, Camille ne dort pas. Elle reste allongée sur ce lit trop grand, dans cette chambre trop belle, en écoutant les bruits de la maison. Pas de circulation, pas de voisins bruyants. Juste le ronronnement de la climatisation et parfois des voix étouffées qui montent du rez-de-chaussée.
Des hommes qui parlent dans une langue qu'elle ne reconnaît pas. Peut-être de l'italien, peut-être du corse. Les conversations durent jusqu'à l'aube. Le lendemain matin, Vincent prend son café en lisant ses journaux. Camille prépare le petit déjeuner sous le regard de Maria. Œufs brouillés, bacon grillé, pain grillé, jus d'orange frais. Vincent mange en silence, consulte son téléphone, donne quelques ordres brefs à Maria. Il ne regarde pas Camille. Comme si elle n'existait pas. Quand il part, Camille ressent un mélange de soulagement et de déception. Soulagement parce que la tension retombe. Déception parce qu'elle s'attendait à... Quoi exactement? À des remerciements? À de la reconnaissance? Elle chasse ses pensées. Vincent Moreau lui a offert un toit et de la nourriture. C'est déjà plus que n'importe qui d'autre n'a jamais fait pour elle. Les journées s'organisent autour d'une routine stricte. Camille nettoie, range, cuisine avec Maria. Elle apprend vite comment repasser les chemises de Vincent sans faire un pli. Comment préparer son café exactement comme il l'aime. Comment disparaître quand il reçoit des visiteurs. Des hommes en costume sombre qui parlent à voix basse et partent toujours avant le lever du soleil. Vincent ne lui adresse la parole que pour donner des ordres. Le dîner à 8 heures. Mes chemises bleues chez le teinturier. Maria vous expliquera pour les fleurs. Sa voix est toujours neutre, professionnelle. Camille devient progressivement invisible à ses yeux. Une domestique parmi d'autres. Pourtant elle l'observe. Comment il boit son café du matin en regardant fixement la mer. Comment il passe ses doigts dans ses cheveux quand il réfléchit. Comment il parle au téléphone avec cette voix froide et coupante qui ne souffre aucune contradiction. Comment il regarde parfois par la fenêtre avec une expression qu'elle ne sait pas déchiffrer. Nostalgie? Regret? Solitude? Un soir, Vincent rentre plus tôt que d'habitude. Camille range la cuisine quand elle entend la porte claquer. Des pas lourds dans l'escalier. Une porte qui se ferme avec violence. Elle tend l'oreille. Silence. Puis un bruit sourd, comme quelque chose qui tombe. Ou quelqu'un. Elle hésite. Maria lui a dit de ne jamais déranger Vincent. Mais ce silence est inquiétant. Elle monte l'escalier sur la pointe des pieds. La porte du bureau est entr'ouverte. Elle risque un œil par l'entrebâillement. Vincent est assis par terre, dos contre le mur. Sa chemise blanche est tachée de sang. Ses mains tremblent légèrement. Sur le bureau, une bouteille de whisky entamée et un pistolet. L'arme semble encore chaude. Camille pousse la porte sans réfléchir. Vincent lève la tête. Leurs regards se croisent. Pour la première fois depuis des semaines, il la voit vraiment. Pas comme une domestique, comme une femme, comme quelqu'un qui peut comprendre ce que signifie la douleur. Sortez. Sa voix est rauque, fatiguée. Camille ne bouge pas. Elle s'approche lentement. S'agenouille à côté de lui. Vous êtes blessé. Ce n'est pas votre problème. Si. Elle examine la plaie sur son bras. Une estafilade superficielle mais qui saigne beaucoup. Vous m'avez aidé. Maintenant c'est mon tour. Vincent la regarde faire sans protester. Elle nettoie la plaie avec l'eau de la carafe, déchire un morceau de sa chemise pour faire un bandage de fortune. Ses gestes sont précis, délicats. Pas ceux d'une femme habituée au luxe, mais ceux de quelqu'un qui a appris à soigner par nécessité. Où avez-vous appris ça? Il observe ses mains qui travaillent. Ma mère était infirmière. Avant. Camille serre le bandage. Elle m'a appris les bases. Et après? Après, elle est morte. Et j'ai dû me débrouiller seul. Vincent acquiesce. Il comprend. La solitude forcée, l'apprentissage brutal de l'autosuffisance, la nécessité de devenir adulte trop vite. Ils ont plus en commun qu'ils ne l'avaient imaginé. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Camille termine son pansement et s'assoit en face de lui. Vincent boit une gorgée de whisky directement au goulot. Quelqu'un a essayé de me tuer. Encore. Et vous l'avez tué en premier. Oui. Pas de justification. Pas d'excuse. Juste un constat. Camille devrait être choquée. Horrifiée. Partir en courant. Au lieu de ça, elle reste. Pourquoi? Vous n'avez pas peur de moi? Vincent l'étudie avec curiosité. Si. Camille croise ses bras autour de ses genoux. Mais j'ai plus peur de ce qui m'attend dehors. Vincent sourit pour la première fois depuis qu'elle le connaît. Un sourire triste, désabusé, mais authentique. Vous êtes honnête? C'est rare. Vous aussi. C'est encore plus rare. Ils restent assis là par terre, dans ce bureau qui sent la poudre et le sang. Deux écorchés vifs qui ont trouvé l'espace d'un instant, quelqu'un qui comprend leur douleur sans la juger. Vous qui me suivez dans cette histoire troublante, j'ai besoin de vous. Cette communauté grandit grâce à vos réflexions, vos analyses, vos émotions partagées. En commentaire, dites-moi, Camille fait-elle le bon choix en restant?
Peut-on vraiment fuir un monde violent pour tomber dans un autre? Votre perspective enrichit ces récits autant que mes mots. Abonnez-vous pour ne rater aucun de ces portraits humains qui questionnent nos propres limites morales. Les semaines qui suivent cette nuit changent imperceptiblement l'équilibre de la villa. Vincent ne parle pas de ce qui s'est passé dans son bureau. Camille non plus. Mais quelque chose s'est déplacé entre eux. Une reconnaissance silencieuse. Une complicité qui n'a pas besoin de mots pour exister. Vincent commence à rentrer plus tôt. Pas beaucoup. 1 heure, parfois 2. Il prétexte des réunions annulées, des rendez-vous reportés. En réalité, il a délégué certaines responsabilités à ses lieutenants. Chose impensable quelques mois plus tôt. Vincent Moreau ne fait confiance à personne. Sauf que maintenant, il découvre qu'il a envie de retrouver cette présence silencieuse qui transforme sa maison en quelque chose qui ressemble presque à un foyer. Camille apprend vite les codes de ce monde parallèle. Quand Vincent reçoit certains visiteurs, elle disparaît. Quand le téléphone sonne avec une sonnerie particulière, elle sort de la pièce. Quand des hommes au visage fermé stationnent devant la grille, elle ferme les rideaux et monte dans sa chambre. Maria lui a enseigné l'art de l'invisibilité. Dans cette maison, voir sans être vu est une question de survie. Pourtant, Vincent commence à solliciter sa présence. Subtilement d'abord. Camille pourrait servir le café. Puis plus directement. Restez, j'aime avoir quelqu'un qui écoute vraiment. Elle s'assoit dans un coin du salon pendant qu'il passe ses coups de téléphone. Ne dit rien. Ne juge pas. Se contente d'être là, vivante, humaine, dans cet univers où l'humanité semble être devenue une faiblesse interdite. Un soir, Vincent ne rentre pas. Camille attend jusqu'à 2 heures du matin, puis se résout à aller se coucher. À 4 heures, elle entend la Mercedes dans l'allée, des portières qui claquent, des voix étouffées, puis plus rien. Elle résiste à l'envie de descendre voir. Maria lui a appris à ne jamais poser de questions. Le lendemain matin, Vincent prend son petit déjeuner comme si de rien n'était. Mais Camille remarque ses articulations écorchées, la raideur de ses mouvements quand il tend le bras vers sa tasse de café. Il a encore dû se battre, encore dû tuer, peut-être. Cette violence fait partie de sa vie comme la respiration. Camille commence à comprendre que Vincent Moreau n'a pas choisi cette existence. Il l'a héritée. J'ai rendez-vous chez le médecin cet après-midi. Vincent plie son journal sans la regarder. Vous m'accompagnerez. Ce n'est pas une question. C'est un ordre déguisé en information. Camille acquiesce. Dans cette maison, on n'a pas le luxe de refuser. Le cabinet médical se trouve dans un quartier bourgeois du 8e arrondissement. Docteur Blanchard, dit la plaque dorée. Médecin des riches et des puissants. De ceux qui préfèrent soigner leurs blessures discrètement, sans questions embarrassantes sur leur origine. Camille attend dans la voiture pendant que Vincent disparaît dans l'immeuble haussmannien. Elle observe les passants. Des femmes élégantes qui promènent des chiens de race. Des hommes en costume qui parlent fort dans leur téléphone. Un monde qui lui semble venir d'une autre planète. Un monde où personne ne fouille les poubelles pour survivre. Vincent ressort au bout d'1 heure. Il boite légèrement. Son visage est plus pâle qu'à l'ordinaire. Il s'installe au volant sans un mot et démarre. Camille sent qu'il souffre mais n'ose pas poser de questions. Dans cette relation étrange qu'ils ont développée, certains sujets restent tabous. Vous savez conduire? La question de Vincent la surprend. Oui, mon père me l'a appris avant de mourir. Prenez le volant. Camille hésite. Vous êtes sûr? Prenez le volant, Camille. Sa voix a ce ton qu'elle apprend à reconnaître. Ferme mais pas menaçant. Autoritaire mais pas cruel. Elle échange de place avec lui. Ses mains tremblent légèrement sur le cuir du volant. Cette Mercedes vaut plus cher que tout ce qu'elle a possédé dans sa vie. Où on va? Nulle part. Roulez. Camille sort du parking et s'engage dans les rues de Marseille. Vincent se tasse contre la portière, les yeux fermés. Sa respiration est courte, saccadée. Camille comprend qu'il souffre plus qu'il ne veut l'admettre. Hôpital? Elle propose doucement. Non. Il ouvre les yeux et la regarde. Jamais. Les hôpitaux posent trop de questions. Camille hoche la tête et continue de rouler. Elle traverse la ville sans but, laissant ses instincts la guider. Vincent se détend progressivement. Pour la première fois depuis qu'elle le connaît, il semble vulnérable. Humain. Arrêtez-vous là. Il désigne un petit parc en bordure de mer. J'ai besoin d'air. Il s'assoit sur un banc face à la Méditerranée. Le soleil décline lentement vers l'horizon. Des couples se promènent main dans la main. Des enfants jouent sur la pelouse. Une scène de vie normale qui contraste violemment avec l'univers de Vincent. Vous regrettez parfois? Camille brise le silence. Quoi? Cette vie, ces choix.
Vincent réfléchit longuement avant de répondre. On ne regrette pas ce qu'on n'a pas pu éviter. Vous auriez pu partir. Quitter Marseille après la mort de vos parents. Avec quoi? Pour aller où? Il sourit amèrement. À 14 ans, j'avais 2 options. Rejoindre un clan ou mourir. J'ai choisi de vivre. Camille comprend. Elle aussi a fait des choix de survie. Fuir son oncle. Accepter l'aide de Vincent. Rester dans cette maison malgré ce qu'elle sait de lui. Chaque décision était dictée par la nécessité, pas par l'envie. Et maintenant, vous pourriez tout quitter. Vous avez assez d'argent pour vivre n'importe où. Vincent la regarde avec intensité. Et vous? Vous pourriez partir aussi? Je vous ai donné assez d'argent pour recommencer ailleurs. Camille détourne les yeux. Question piège. Pourquoi reste-t-elle effectivement? Par reconnaissance? Par peur de l'inconnu? Ou parce qu'elle commence à s'attacher à cet homme dangereux qui cache sa solitude derrière un masque de froideur? Je n'ai nulle part où aller. Moi non plus. Ces 4 mots résonnent entre eux comme un aveu. Vincent Moreau, l'homme le plus puissant de Marseille, n'a nulle part où aller. Camille Dubois, qui a passé sa vie à fuir, n'a nulle part où aller. Ils sont prisonniers de leur propre choix. Le soleil disparaît derrière l'horizon. Les derniers promeneurs quittent le parc. Vincent et Camille restent assis côte à côte, en silence. 2 naufragés échoués sur la même île déserte. Rentrons. Vincent se lève avec difficulté. Maria va s'inquiéter. Sur le chemin du retour, Camille conduit plus lentement. Elle veut faire durer ce moment. Cette parenthèse de normalité dans leur vie respective. Vincent semble avoir la même envie. Il ne lui dit pas d'accélérer. Ne regarde pas sa montre. Se contente d'observer la ville défiler derrière les vitres. Quand ils arrivent à la villa, Maria les attend sur le perron. Son visage exprime un mélange de soulagement et de reproche. « Monsieur Vincent, docteur Blanchard a appelé. Il veut vous voir demain matin. Première heure. » Vincent acquiesce et disparaît dans son bureau. Camille aide Maria à préparer le dîner. Mais son esprit est ailleurs. Elle repense à cet après-midi, à ces moments de complicité silencieuse, à cette vulnérabilité qu'elle a entrevue chez Vincent. Quelque chose change entre eux, lentement, imperceptiblement, comme une glace qui commence à se fissurer sous le soleil. Vincent reste le maître de cette maison. Camille reste sa domestique. Mais entre les lignes de cette relation conventionnelle, autre chose se dessine. Une intimité qui n'a pas de nom. Une dépendance mutuelle qui va bien au-delà du contrat de travail. Ce soir-là, Vincent dîne avec elle pour la première fois. Pas dans la cuisine avec Maria, mais dans la salle à manger, à la grande table d'acajou. Ils mangent face à face, séparés par 6 mètres de bois précieux et par un gouffre social que ni l'un ni l'autre n'ose franchir. Pourtant, quelque chose passe entre eux. Un courant souterrain qui transforme ce repas silencieux en moment de communion. Après le dessert, Vincent se lève et se dirige vers la porte. Il s'arrête sur le seuil. « Merci pour cet après-midi. » Camille hoche la tête. « Merci de m'avoir fait confiance. » Vincent sourit. Ce sourire triste qu'elle commence à connaître. Puis il disparaît dans la nuit de la maison, laissant Camille seule avec ses questions et ses doutes. Que devient-elle dans cette histoire? Domestique? Confidente? Complice? Ou autre chose qu'elle n'ose pas encore nommer? 3 mois après l'arrivée de Camille, la routine de la villa s'est cristallisée autour de nouveaux rituels. Vincent prend désormais ses repas du soir avec elle. Pas tous. Seulement quand il n'a pas de réunion qui se termine dans le sang. Ces dîners silencieux sont devenus le moment de la journée qu'il attend le plus. Camille ne pose jamais de questions sur son travail, ne juge jamais ses choix, se contente d'exister à côté de lui, vivante et présente dans son monde de mort et d'absence. Ce soir-là, Vincent rentre plus tard que prévu. Camille l'attend dans le salon, un livre ouvert sur les genoux. Elle a appris à lire sur son visage quand la journée a été particulièrement difficile. Aujourd'hui, c'est pire que d'habitude. Ses traits sont tirés, son regard plus froid, ses gestes plus saccadés. Les Albanais ont enlevé Marco. Vincent se sert un whisky sans proposer à Camille. Mon neveu, 19 ans. Camille referme son livre. Marco, elle l'a croisé quelques fois. Un gamin aux yeux rieurs qui ressemble à Vincent avant que la vie ne lui apprenne la cruauté. Le fils de la sœur de Vincent, morte d'une overdose 5 ans plus tôt. Le seul lien qui reste à Vincent avec quelque chose qui ressemble à une famille. Qu'est-ce qu'ils veulent? Mes territoires du port, mes contacts en Italie, ma tête sur un plateau. Vincent boit son whisky d'un trait et s'en sert un autre. Camille l'observe sans rien dire.
Elle reconnaît cette tension particulière qui précède les décisions extrêmes, cette façon qu'il a de se replier sur lui-même avant de frapper. Qu'allez-vous faire? Ce qu'il faut. La réponse est évasive, mais Camille comprend. Vincent va tuer. Beaucoup. Peut-être mourir aussi. Dans ce monde-là, chaque guerre peut être la dernière. Et si vous ne les récupérez pas? Vincent s'arrête de boire. Marco est tout ce qui me reste de ma sœur. Il n'est pas question de l'abandonner. Camille se lève et se place face à lui. Et s'il est déjà mort? La gifle part avant qu'elle ne puisse l'éviter. Violente. Précise. Camille titube et porte la main à sa joue. Vincent la regarde avec un mélange de colère et de regret immédiat. C'est la première fois qu'il lève la main sur elle. Ne redites jamais ça. Sa voix tremble légèrement. Jamais. Camille le fixe droit dans les yeux. Pas de peur dans son regard. Pas de soumission. Juste une tristesse infinie. Excusez-moi. J'aurais dû me taire. Vincent laisse tomber son verre. Le cristal explose sur le carrelage. Il attrape Camille par les épaules, plonge son regard dans le sien. Non. C'est moi qui... Je ne frappe jamais les femmes. Jamais. Je sais. Alors pourquoi vous ne partez pas en courant? Camille pose sa main sur la joue de Vincent. Geste tendre, inattendu, qui le fait frissonner, parce que je reconnais la douleur quand je la vois. Vincent ferme les yeux. Cette main sur son visage réveille quelque chose qu'il croyait mort depuis longtemps. Une capacité à ressentir autre chose que la colère ou l'indifférence. Une vulnérabilité qu'il ne peut plus nier. Ils vont me tuer, Camille. Peut-être. Et ça ne vous fait rien? Camille hésite avant de répondre. Si. Ça me fait quelque chose. Vincent ouvre les yeux. Dans ceux de Camille, il lit une vérité qu'aucun de ses lieutenants n'oserait lui avouer. Elle tient à lui. Pas à son argent, pas à sa protection, pas à sa puissance. À lui, l'homme qui se cache derrière le masque du chef de clan. Fuyez. Il recule d'un pas. Prenez l'argent et partez loin d'ici. Ce qui va arriver dans les prochains jours? Non. Camille, vous ne comprenez pas. Quand cette guerre va commencer, j'ai dit non. Sa voix claque comme un fouet. Vincent la regarde avec surprise. Camille Dubois, la fille fragile qu'il a trouvée dans une ruelle, vient de lui tenir tête. Vient de refuser un ordre direct. Pourquoi? Parce que j'en ai assez de fuir. Ils se regardent en silence. Le verre brisé scintille à leurs pieds comme des étoiles mortes. Dehors, la mer frappe les rochers avec une violence sourde. Vincent tend la main vers Camille. Elle la prend sans hésiter. Vous savez ce que vous risquez en restant? Oui. Et vous restez quand même? Oui. Vincent l'attire contre lui. Camille ne résiste pas. Pour la première fois depuis des mois, ils sont proches physiquement. Vincent sent son parfum, cette odeur de savon et de lavande qui contraste avec l'univers de violence qui l'entoure. Camille sent sa chaleur, cette force brutale tempérée par une tendresse qu'il refuse de montrer au monde. Je ne suis pas un homme bien, Camille. Je sais. J'ai tué. Beaucoup. Je vais encore tuer. Je sais. Et ça ne vous dérange pas? Camille se détache légèrement pour le regarder dans les yeux. Ce qui me dérangerait, c'est que vous mouriez. Vincent l'embrasse. Brutalement d'abord, comme s'il voulait la punir de cette confession. Puis plus tendrement, comme s'il voulait s'excuser de sa propre nature. Camille répond au baiser avec une passion qui la surprend elle-même. Depuis combien de temps n'a-t-elle pas ressenti de désir? Depuis combien de temps n'a-t-elle pas eu envie d'être touchée par quelqu'un? Ils font l'amour sur le canapé du salon, entourés par les débris de verre. Pas d'amour romantique. Quelque chose de plus brut, de plus désespéré. L'étreinte de deux personnes qui savent que demain n'existe peut-être pas. Vincent découvre le corps de Camille, avec une douceur qu'il ne se connaissait pas. Camille découvre que Vincent peut être tendre malgré ses mains tachées de sang. Après, ils restent enlacés en silence. Vincent caresse les cheveux de Camille. Elle trace du doigt les cicatrices sur son torse. Chacune raconte une histoire de violence, de survie, de solitude. Racontez-moi, Marco. Camille pose sa tête sur l'épaule de Vincent. Il me ressemble au même âge. Avant, quand je croyais encore que le monde pouvait être bon. Il peut encore l'être. Vincent sourit amèrement. Pas pour nous. Pourquoi? Parce que nous avons fait des choix, et que ces choix ont des conséquences. Camille se redresse et le regarde. On peut toujours choisir différemment. Vous croyez vraiment qu'on peut racheter le passé? Je crois qu'on peut essayer de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Vincent réfléchit à ces mots. Dans quelques heures, il va partir en guerre. Dans quelques jours, il sera peut-être mort. Ou il aura tué suffisamment de gens pour récupérer Marco. Dans les deux cas,
il sera encore plus loin de la rédemption que Camille semble croire possible. Et si je vous demandais de m'attendre? Je vous attendrais. Même si je ne revenais pas? Surtout si vous ne reveniez pas. Vincent ferme les yeux. Ces mots sont à la fois la plus belle et la plus cruelle des promesses. Camille l'attendrait. Comme sa mère a attendu son père. Comme toutes les femmes de ce milieu attendent des hommes qui ne reviendront peut-être jamais. Le téléphone sonne. Vincent décroche sans lâcher Camille. Oui? Une voix masculine hachée lui parle en italien. Vincent écoute, pose quelques questions brèves, raccroche. Ils ont donné un ultimatum, 24 heures. Et après? Après, ils tuent Marco. Camille se lève et commence à ramasser ses vêtements. Vincent l'observe. Même dans cette situation extrême, elle garde une dignité naturelle qui le fascine. Où allez-vous? Préparez vos affaires pour demain. Camille, elle se retourne. Ramenez-le. Ramenez Marco. Et revenez tous les deux. Vincent hoche la tête. Il ne fait pas de promesses qu'il ne peut pas tenir. Mais il voit dans les yeux de Camille une foi qu'il ne mérite pas, et qui pourtant lui donne envie de la mériter. Cette nuit-là, ils dorment dans le même lit pour la première fois. Camille contre Vincent, sa respiration régulière contre son cou. Vincent reste éveillé, mémorisant cette sensation de paix qu'il n'avait plus connue depuis l'enfance. Demain, il redeviendra un tueur. Cette nuit, il a le droit d'être un homme. À l'aube, Vincent se lève sans réveiller Camille. Il s'habille en silence, prend ses armes, embrasse une dernière fois cette femme qui a transformé sa prison dorée en quelque chose qui ressemble à un foyer. La guerre peut commencer. Chers abonnés, cette histoire nous confronte aux choix impossibles que la vie nous impose parfois. Camille et Vincent nous rappellent que l'amour naît souvent dans les endroits les plus improbables, entre les êtres les plus blessés. Que pensez-vous de cette relation? Est-elle possible ou condamnée d'avance? Vos réflexions nourrissent ces récits autant que mes mots. Merci d'être là, de partager ces émotions avec moi. Cette communauté grandit grâce à votre fidélité et votre passion pour ces histoires humaines qui questionnent nos propres limites.